bonjour et bienvenue à Vidange. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Choquette, que vous me recevez dans votre bureau, tout simplement, au département de communication. Je vous ai reçu, je voulais, maintenant je suis plus en studio, fait que, genre, vous me recevez, mais je voulais vous rencontrer depuis un petit moment pour discuter avec vous de plusieurs sujets, notamment en général de votre parcours, mais aussi parce que j'ai cru comprendre que vous avez fait beaucoup d'implications, que ce soit sur Perspective Monde, à l'École de politique appliquée, vous êtes maintenant professeur dans le département de communication à l'Université de Sherbrooke. Et puis, vous travaillez aussi sur, si j'ai bien compris, des chaires de recherche là, en humour, puis en des choses que vous allez peut-être mieux être capable d'expliquer. Mais avant d'arriver sur, mettons, plus précisément le parcours, mettons, ce que vous faites en ce moment au quotidien, on aime ça savoir un peu le parcours avant, mettons, la vie professionnelle ou la vie actuelle professionnelle qui vous a amené où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Fait que peut-être un peu, ça a été quoi vos études, c'est quoi qui vous a amené à la communication, la politique, ces choses d'intérêt-là, tout ça, qui vous êtes un peu peut-être en général pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Oui, bien ils sont nombreux à ne pas me connaître. Hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, ils ne me connaissent pas non plus. C'est une longue histoire. Tout le monde a un peu une histoire assez longue d'une certaine façon. La mienne, je dirais, est assez longue et assez atypique aussi. Comme parcours, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se voit? C'est comme vous, tu veux. Alors, vous. Alors, je vais y aller au-dessus. Okay, je te dirais, c'était... c'est un voyage assez particulier, je vais le dire comme ça. En fait, ma carrière universitaire, ma vie universitaire a commencé à 31 ans, autour de 30 ans. Au moment où j'allais avoir mon premier enfant, une fille qui aujourd'hui a 19 ans. Et puis, donc, à ce moment-là, auparavant, j'avais fait un paquet de trucs qui n'étaient pas nécessairement destinés à faire une carrière universitaire. Mais je travaillais beaucoup, exemple, dans le domaine de la représentation, dans les médias aussi, pour travailler dans les journaux, par exemple, quelques années en termes de représentation publicitaire, par exemple, pour Québécois, on a pas les nommer, dans des hebdos, comme les hebdos en Gaspésie. À la radio de Rimouski. Dans la vingtaine, exactement, dans ce coin-là, exactement. Et aussi plusieurs années, et là on parle dans les années 90 ici, plusieurs années dans la restauration. Gérant de restaurant pendant 7 ans. Gérant de restaurant? Gérant de restaurant, de bistrot, café, barista, tout ça. Alors, donc, il y a toute une vie professionnelle qui était au terme de mon secondaire, où j'explorais, et en même temps, je faisais aussi des spectacles d'humour. Je faisais beaucoup d'humour en même temps, et j'avais toujours une réflexion sur, bon, qu'est-ce que je vais faire? Mais, compte tenu du fait que je faisais déjà plein de choses, je me disais, je ne sais pas trop, peut-être qu'à un moment donné, je verrai, ça va peut-être se préciser. Ça s'est visiblement, pour plein de raisons, précisé au tournant de la trentaine, où j'ai décidé de commencer un certificat multidisciplinaire. Tu ne peux pas avoir plus... c'est un choix clair. Alors, je dis, je vais voir. Et puis, finalement, j'ai transformé ce certificat-là multidisciplinaire en certificat en communication et multimédia. Parce qu'il y avait justement des cours, on parlait de multimédia au début des années 2000, en 2004, autour de... Et puis, là, attraper la piqûre, justement, de la création multimédia. On était je veux dire, YouTube commençait, tout ça. Alors, les appareils, de plus en plus, les logiciels, les applications, on faisait vraiment une émergence, ça devenait de plus en plus accessible. Alors, donc, tranquillement, je me suis intéressé à ça. Et durant ce parcours-là, j'ai pris un cours extra en politique. Et là, je suis tombé en amour avec la science politique, on pourrait dire, à ce moment-là. J'ai décidé de faire une majeure en politique et de transformer donc ce certificat en un bac. Et après ça, fort de ce fin de bac-là, j'aime tellement ça, je dis, je vais aller à la maîtrise. Pourquoi pas? Tant qu'à. Et alors, j'ai fait de la maîtrise, et pendant que je faisais la maîtrise, qui était d'ailleurs beaucoup plus axée justement sur la communication politique, l'analyse de discours de presse, tout ça, à partir de ce moment-là, je me suis plus concentré sur ces dynamiques-là comme telles. Et ça a tellement bien été qu'on m'avait proposé à ce moment-là d'enseigner mon premier cours en 2009 à l'École de politique appliquée.
qui était un cours où justement on alliait montage vidéo, sciences politiques, relations internationales, capsule pour perspective monde, justement, etc. C'était le cours GEP. C'était GEP 207. Ouais. Bulletin multimédia en exactement. politique. Exactement. OK, donc ça avait déjà commencé. Exactement. Oui, tout à fait. Et c'est le premier cours que j'ai monté et que j'ai donc donné pendant des années. Je dirais, la dernière fois que je l'ai donné, je pense en 2019 ou 2020. C'est quand même assez récent. Et puis, donc, et après ça, méthodologie aussi, parce que j'aimais beaucoup la méthode. J'enseignais la méthode de sciences politiques, on pourrait dire. Le cours qui s'appelait GEP 113 à l'époque, qui est devenu GEP 114, 115, 116 au département. Il y en a plusieurs, je comprends. Là, c'est très long tout ça, ce parcours, c'est pour dire à quel point c'est un peu compliqué. Et on m'a offert un poste à ce moment-là au département de sciences politiques, à l'école de politique appliquée, pour être chargé de cours à forfait, ce que j'ai accepté. Au même moment, d'ailleurs, où on m'offrait ce poste, j'avais été aussi choisi à titre de candidat à l'École nationale de l'humour. Alors, j'avais fait les auditions et contre toute attente, j'avais été accepté. Alors, donc, comme chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à l'École de politique appliquée et l'École de l'humour en même temps. Finalement, j'ai dû choisir. Ouais, non, mais c'est ça, au même. Oui, au même. Je dirais presque le même jour. C'est comme deux branches. C'est deux branches, exact. Une vie qui. Exact, une vie qui était pas pareil, un rêve qui était là depuis toujours. Ouais. Et un autre rêve qui était celui de. Qui s'était construit déjà depuis plusieurs années. Vous changez de course. Ouais, alors je trouvais ça super chouette. Mais là, et compte tenu que là, j'avais 2 enfants et que là, c'était à Montréal, j'avais d'autres perspectives, là, j'ai finalement choisi effectivement de dire, je reviendrai peut-être à l'humour, puis on verra. Et en 2015, 2 ans après avoir donc entamé mon poste d'être chargé de cours à forfait à l'École de politique appliquée, j'ai décidé d'entamer un doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal, où j'ai finalement décidé de faire de l'humour et de la politique, de la communication politique, un objet en tant que tel, donc de pouvoir travailler là-dessus. Et finalement, j'ai fait une thèse qui s'est achevée, que j'ai soutenue en 2021. Ça, c'est il n'y a pas si longtemps. Et non, effectivement, quand on dit un parcours, c'est un parcours. Et pour obtenir un poste au département de communication, ici, à l'Université de Sherbrooke. Tout récemment, si j'ai bien compris. Au mois d'août 2022. C'est ça. C'est flambant neuf. Ouais, c'est ça que j'avais écrit en temps. Ouais. OK, fait qu'un parcours, c'est ça quand même assez, comme vous disiez, atypique. Oui, je suis essoufflé juste à te le raconter. Là. Ouais, c'est... mais c'est quoi un peu le fil conducteur de partir de gestionnaire de restaurant à professeur de communication? Est-ce que c'est un peu comme la relation avec les êtres humains qui vous a comme toujours gardé ça là-dedans? Ou ça a été... J'aimerais tellement te dire que tout ça était réfléchi. Mais ça s'est fait un peu... Mais ça dépend toujours effectivement des personnalités. Je pense que s'il y avait quelque chose qui me décrirait, je pense, sur ce plan-là, je pense que ça serait la création. C'est-à-dire le désir de créer des choses que tu as envie de faire, essayer d'explorer des lieux. Et quand tu sens que tu as fait le tour ou que tu aimerais explorer d'autres choses, tu vas sur d'autres côtés. Et puis, c'est un peu ce que j'ai fait en gardant toujours à l'esprit que si j'ai besoin je sais pas moi, de faire justement d'aller à l'université ou de faire des plus hautes études, etc., pour répondre à certaines questions ou atteindre certains objectifs, je le ferai. Et c'est un peu ça. Donc, je dirais peut-être le lieu commun, quelques lieux communs. Le premier, c'est, ça va être très cliché, mais je dirais aucune barrière. Donc, aucune barrière, c'est-à-dire j'ai envie de le faire et j'essaie de le faire. Et deuxièmement, oui, tu parlais de l'amour des gens. Je pense que c'est très présent là-dedans, c'est-à-dire c'est vraiment en contact aux réunions de gens, de personnes, qui finalement, avec qui je développe des accointances, des affinités, puis je me rends compte que, ça, j'aime ça. Troisièmement, et ça, c'est pas un hasard qui fait en sorte que je me retrouve aujourd'hui devant toi dans ce bureau-là. Ces 2 éléments, c'est la communication et la politique. La communication a toujours fait partie de ma vie. Transmettre, parler dans un resto, parler, échanger avec les gens, rencontrer les gens. Quand j'étais représentant, quand je travaillais en publicité, en radio et bien sûr en humour, c'était omniprésent. Et la politique, l'intérêt pour la politique,
c'est fort, je pense, depuis que je suis né. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très fort. Le premier numéro, dans les premiers numéros que j'ai fait sur scène, là, je parle ici, j'étais 8-9 ans. Là. OK. Et c'était dans le cadre du concours Art de s'exprimer. Là. C'est genre, et ça s'appelait Je promets. C'était le thème, et j'avais décidé de le faire sur les discours, les promesses des politiciens dans les campagnes électorales. Et là, je parle ici, on est dans les années 80, là. Et j'avais décidé de faire ça, bien sûr, avec humour. Alors, tout est dans tout. Fait que comme ça, même s'il n'y avait pas nécessairement un parcours réfléchi à chaque étape, il y a quand même eu quelque chose de... Oui, il y a eu une trame, et je dirais aussi, comme ça dépend des jeunesses aussi. OK? Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunesses qui sont peut-être plus tourmentées, il y a des jeunesses qui sont issues aussi, ça dépend du milieu d'où tu es issu. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire en sorte que trouver ton chemin va être un peu compliqué. Ça sera pas simple. Je pense que c'est là dans mon cas. Je dirais jusqu'à début de la trentaine, je cherchais mon chemin. J'ai activement, en espérant trouver ma voie. Quelque chose comme ça. Je pense que je l'ai senti peut-être de façon un peu plus forte quand j'ai traversé les murs d'une université et que, étonnamment, j'étais bon. Je ne croyais pas que j'étais bon. On s'entend, là, je ne croyais pas du tout que j'allais être... J'aimais bien, mais je ne croyais pas que ça allait être quelque chose qui allait... Dans lequel j'étais intéressé sans doute, peut-être, mais que ça allait fonctionner. Pour beaucoup de personnes, ça paraît un peu inaccessible, ce milieu-là, ou même des fois, genre, aussi le milieu de la politique ou de l'académique, dans ce type de milieu-là, on se dit toujours que, il y a des personnes qui sont un peu prédestinées à devenir ça, ils ont de la famille, ils ont des, je sais pas, ils ont grandi là-dedans, je sais pas quoi, puis ben, on regarde ça, puis on se fait une petite idée, des fois, même sur l'humour, sur la politique ou sur le milieu académique, puis on se dit, ben, j'ai mes opinions, me semble que j'ai un petit peu ma couleur, ma saveur par rapport à ça, on dirait que je me fais croire que je pourrais apporter quelque chose, mais des fois, les gens n'osent pas, ou restent sur cette impression-là que finalement, ben, c'est pas pour eux quand même. Ils n'osent pas. Des fois, c'est de sauter dedans quand même, puis tu as raison. Ça peut être une surprise. Exact. Je pense que tu as tout à fait raison. Et puis, je dirais même que, dans mon cas, là, si j'avais des choses si j'ai des choses que j'ai comprises là-dedans, c'est je dirais le salaire ou les bienfaits de la rigueur, de l'effort. Non, mais c'est parce que... c'est drôle à dire, mais tu sais, je dirais... J'avais tellement de rêves, j'avais tellement d'inspiration, et je me voyais faire tellement de choses. Tu sais, genre... Et des rêves les plus fous, là, tu comprends? Tu te dis des projets où ça va extraordinairement bien aller, sur plein d'affaires, puis je veux dire, mon Dieu, ça va briller, ça n'aura pas de bon sens, ça va être formidable. En tout cas, tu te mets à rêver, à triper un peu de choses. Et même si, tu es bien sympathique, puis tu jases avec des gens, puis tu vois plein de gens, puis que tu t'amuses, puis que tu te rends compte que c'est fun, c'est chouette. C'est comme un peu l'impression que j'allais dire la façade ou cette facilité-là suffira. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est quand tu es confronté à ce défi-là, c'est-à-dire, OK, là, c'est bien chouette, je fais des choses, on dirait que ça fonctionne, j'ai du plaisir, mais à un moment donné, il y a toujours des rêves que je désire atteindre, et à chaque fois pour y arriver, il y avait une donne, c'est-à-dire faire l'effort, travailler fort pour y arriver, et pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Ça, c'est une chose d'être gérant de restaurant pendant 7 ans, et tu dis, mon Dieu, j'ai 18, 19 ans, tu es déjà gérant, c'est formidable. Mais c'est que la personne pour laquelle je travaillais se disait, hey, t'es bon, vas-y, tu comprends? Mais moi, je ne m'étais pas dit, je veux devenir gérant de restaurant. Alors que je veux devenir professeur d'université, ça, je me suis dit, je veux terminer une maîtrise, je veux faire mon bac, je veux faire... C'est important. Et ça, c'est toute une différence. Et pour arriver à atteindre des buts que je voulais, c'est-à-dire travailler, le faire, donc et s'apercevoir que là, qu'il se mettre à lire, se mettre à s'intéresser à des choses qui ne viennent pas naturellement. Et ça, j'ai découvert cela.
genre véritablement, j'ai découvert un véritable plaisir. Ça m'a ouvert un paquet d'aspects, un paquet de monde, de compréhension de la complexité de l'humanité. Je trouve ça extraordinaire. Ça finit plus à un moment donné Ça quand tu finit tombes plus. dedans. On va mourir demain. Ah, c'est sûr. Mais, On va souffrir. je vous ai stalké un peu sur votre LinkedIn notamment, puis et puis là, je t'ai revoyé ou peu importe. Oui, mais, reçu-vois-moi. Mais ouais, ça va se passer de même. Mais j'ai écouté aussi des entrevues justement que tu avais données avec l'Observatoire de l'humour. Oui. Puis il y a un terme qui a été dit à un moment donné dans une des entrevues, c'était que vous vous intéressiez à l'humour de façon sérieuse. Oui. Puis je trouvais ça drôle un peu comme formule. Puis pour vous, c'est quoi, mettons, de s'intéresser à l'humour de façon sérieuse? Puis pourquoi? Oui. Bonne question, hein? S'intéresser à l'humour de façon sérieuse, pour moi, ce que ça signifie, c'est d'un, c'est pas si facile que ça. Toi qui as fait des études en politique, c'est un peu la même chose. Tu vas être dans un party, tu vas te mettre à parler de politique, et tout le monde va dire moi je connais la vie politique, et tout le monde connaît un peu ça, la politique. C'est une chose de savoir, je sais pas moi, qui sont les libéraux, les conservateurs, puis la dynamique politique. C'en est une autre de comprendre les dynamiques politiques, la complexité de la vie politique. L'humour, c'est la même chose. Tout le monde a un avis, on rit tous, on s'amuse, on rigole, etc. Mais comprendre, par exemple, des effets d'un discours humoristique ou le rôle des discours humoristiques dans nos sociétés, ces différentes déclinaisons, le fait que dans une certaine mesure, des fois, l'effet souhaité est contraire à même ce qu'on peut avoir comme impression de prime abord. Et le considérer de façon sérieuse, l'effet, le rôle de l'humour dans notre société, c'est une autre paire de manches. C'est ça que je veux dire. Parce que on a un peu l'impression que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. J'en me rappelle tout le temps, justement, quand j'ai décidé de faire de l'humour un peu mon objet de thèse de doctorat. J'étais à l'Université de Montréal, on était autour d'une table, il y avait un chercheur postdoctoral à côté de moi qui a su que je voulais faire, que je travaillais sur l'humour, puis il m'a dit, mais tu peux pas faire ça en politique. Je veux dire, on peut pas faire ça. Je veux dire, l'humour, comment tu définis l'humour? C'est pas sérieux, alors, on peut pas regarder les rôles de l'humour. Et un professeur de l'Université de Montréal, André Blais, pour ne pas le nommer, illustre professeur de sciences politiques, regarde mon collègue postdoctorant et lui dit pourquoi on ne s'intéressera pas à l'humour? On s'intéresse à ça en philosophie, on s'intéresse à ça en psychologie, on s'intéresse à ça dans les milieux sociaux, etc. Puis, et en communication, en sciences politiques, en politique, on ne s'intéresserait pas à ça. Pourquoi? Et il avait bien raison. Je veux dire, bien sûr, il venait comme ça d'une certaine façon de me dédouaner, mais je pense qu'à ce moment-là aussi, il y a eu des petits cues, des petits éléments dans mon esprit qui ont fait on peut se pencher là-dessus, tout à fait, de façon sérieuse. Et en allant justement dans des groupes de recherche comme l'Observatoire de l'humour, notamment, mais aussi bien sûr l'Association internationale de la recherche de l'humour, en lisant sur les Humor Studies, quand on continue au milieu des années 70, on se rend compte qu'il y a des gens qui réfléchissent depuis belle lurette et de façon extrêmement pertinente. Et que finalement, c'est peut-être pas si... En fait, c'est pas trivial. Non, mais c'est ça. Mais en plus, moi, ça me fascine toujours parce que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais te rencontrer. Ouais. Moi, j'ai fait mon cégep en théâtre. Fait que pour moi, on dirait que c'est déjà acquis que les arts en général, dont l'humour, c'est une sorte de témoin d'une époque. De comprendre dans quel contexte s'inscrivait une blague, par exemple, ou une œuvre en général. C'est de comprendre un peu mieux la société qui était là parce que il y a un rapport qu'il y a toujours avec une œuvre, de savoir comment ça avait été reçu, puis là on parle d'humour, pour moi c'est vraiment, ça aide à mieux comprendre la société, puis des fois j'ai l'impression que dans beaucoup d'autres domaines, comme mettons justement peut-être la politique à une certaine époque, peut-être on espère que ça s'améliore, mais le côté plus artistique qui n'est pas pris en compte, ou on n'aborde pas trop son côté anthropologique peut-être, qui peut au fond nous aider à comprendre les êtres humains et leurs relations entre eux. Puis, justement, comme je vous dis, j'avais écouté des entrevues que vous aviez fait dans le cadre de l'Observatoire de l'humour. Puis, vous disiez avec les personnes que vous invitez à quel point l'humour au Québec, ça s'est comme beaucoup développé. On est dans un des endroits où il y a peut-être le plus d'humoristes par capita. Puis pourtant,
prend pas le temps de réaliser qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour vous, mettons, le fait qu'au Québec, l'humour soit si populaire, comparativement peut-être à ailleurs, puis surtout en proportion des autres formes d'art, qu'est-ce que ça veut dire sur notre société? On est juste des gens qui aiment rire ou comme ça cache quelque chose d'autre? Ça peut vouloir dire tout ça, hein? Ça peut vouloir dire bien des choses. Ça peut vouloir dire notamment qu'une des façons par lesquelles on arrive à partager, à se comprendre, à expliquer le monde qui nous entoure, c'est l'humour. Ça fonctionne bien. On n'est pas les seules sociétés. Plein de sociétés le font comme ça, mais je prends par exemple l'humour belge, qui est extrêmement connu et aussi une industrie importante. On le saisit aussi très bien. C'est un peuple qui est une nation, je ne sais pas trop comment les nommer, un groupe de personnes, genre disparates, diversifiées, mais qui peuvent se rejoindre sur les bases de l'humour, comme ça va être ici effectivement. Il peut y avoir un paquet de facteurs. Évidemment, on va parler de l'humour, par exemple, comme un outil de protection, c'est-à-dire un outil d'autodérision, de dérision. Mais évidemment, quand tu es dans une nation francophone, majoritairement francophone, au Québec, dans une mer d'anglophones, il faut trouver des façons de se retrouver, il faut trouver des façons de se protéger aussi, entre guillemets, d'une certaine façon. L'humour va contribuer comme une méthode de protection, tout à fait. Je pense que c'est de nature, justement, pouvoir peut-être construire certaines protections, certaines autodérisions, certaines peurs aussi. On le sait que l'humour on l'utilise souvent aussi pour exprimer des peurs, des craintes, comment dirais-je, pour pouvoir exprimer des stress, faire en sorte de diminuer des tensions, tout ça, ça s'est documenté. Aucun doute que cette crainte-là de minoritaire peut aussi être passée par l'humour, s'être exprimée comme ça, puis faire en sorte de pouvoir être peut-être un peu plus acclimaté. Plein de facteurs comme cela peuvent expliquer cette présence-là. Et oui, effectivement, au Québec, il y a une véritable industrie de l'humour qui s'est construite au début des années 80, en particulier, bien sûr, avec Juste pour rire, le groupe Juste pour rire et compagnie. Et après ça, l'École nationale de l'humour, qui est devenue une des premières institutions, sinon la première sur la planète, a véritablement professionnalisé le métier d'humoriste, doit être reconnu en formation. Après ça, ça fait école, c'est le cas de dire, à bien des endroits sur la planète, notamment en Italie, par exemple. Ça, c'est un bel exemple de success story, d'histoire réussie, typiquement québécoise, je pense. Puis, dans l'histoire au Québec, on a aussi beaucoup d'exemples où est-ce que l'humour a été utilisé un peu justement pour critiquer les politiques, puis un peu notre société en tant que telle. On connaît tous évidemment Yvon Deschamps, puis un peu ses monologues, puis l'impact que ça a eu. Mais aussi, ça peut paraître tout con, mais RBO un peu, puis sa manière un peu de pointer du doigt certaines facettes de notre société, puis encore même d'actualité, avec les bye-bye à chaque année, où est-ce qu'on fait un peu une sorte de retour tous ensemble sur les événements un exutoire. Un exutoire. Puis, j'avais vu un peu dans vos travaux, vite fait, que vous disiez que c'était un outil pour la cohésion sociale. Mais en comment ça s'inscrit, mettons, des œuvres des types d'artistes comme ça, ou d'événements comme le Bye Bye dans la cohésion sociale au Québec? Quel rôle ça a eu à jouer sur, mettons, le développement de notre culture, puis justement ce sentiment-là peut-être de francophone minoritaire, tout ça? Parce qu'on est une nation quand même assez à part. Francophone minoritaire, c'est un bel exemple. Si on prend Yvon Deschamps, par exemple, c'est un très bel exemple. Si on prend le fameux monologue des unions que ça donne, où mon boss, c'est un bon boss, comment il parle de son... Bon, il parle à l'époque, d'ailleurs, d'une domination anglophone sur les grandes entreprises, etc. D'une certaine manière, en exprimant comme humour ce qu'il raconte, d'une part, ça se rend peut-être de façon un peu plus facile, ça peut voyager plus facilement, ça peut être exprimé plus facilement, plus accepté dans l'espace public, que si c'est de façon plus virulente, par exemple. Ça, déjà, dans un l'humour permet d'amener des sujets qui sont délicats. Oui, effectivement, ça les rend plus acceptables. On dit souvent ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne joke pour détendre l'atmosphère. Bon, ben, c'est un peu ça que ça va faire. Donc, ça va y participer certainement. Ensuite de ça, c'est cet élément-là de reconnaissance, c'est-à-dire, voici, à travers, dans ce cas-là, un numéro d'humour, le portrait
partie de la société ou une partie d'une réalité que je vous transmets sous forme, dans une certaine mesure, de reflet. Évidemment, mais la société, à ce moment-là, où les gens, les publics qui reçoivent ces numéros-là, ils vont soit se reconnaître, ou ils vont même peut-être être choqués et se dire, ce qui arrive d'ailleurs souvent dans un spectacle d'humour, quand on est en face d'une blague, etc., on se dit, on rit, mais on rit un peu jaune, parce qu'on se dit, hey, ça c'est ben trop vrai. J'avais pas pensé à ça. Des fois, c'est pas sur le coup, mais c'est ça peut, un exactement. Une sorte de bon retardement. On a ri sur le coup, on l'a comme vécu bizarre sur le coup. Il est arrivé mais quelque chose. Ça nous a comme un peu marqué. Voilà. Puis là, on repart avec ça, puis on se dit comme, pourquoi Ben j'ai oui. réagi comme ça à ce numéro-là. Exact. Et des fois, de façon tout à fait évidente, tout à fait réfléchie, des fois pas du tout. Et c'est à cet égard-là qu'il faut prendre au sérieux l'humour, parce que tout comme d'autres procédés discursifs, d'autres façons de s'exprimer, d'autres façons de communiquer, le procédé humoristique, l'humour, un discours humoristique peut participer, va participer à la construction de nos attitudes sociales et politiques en fonction d'un paquet de facteurs, comme d'autres types de discours. Et c'est cela. Et pour, des fois, améliorer les choses, pour des fois, justement, pouvoir solidifier le tissu social, la cohésion sociale, et des fois, au contraire, des fois pour les mêmes matières. Par exemple, tu parlais d'Yvon Deschamps. Ouais. Oui. Alors, on va citer Yvon Deschamps souvent comme étant, évidemment, quelqu'un qui permettait certaines prises de conscience, où tu parlais d'RBO, etc. Tout à fait, mais... RBO, mais moi, la question que je me pose, c'est... Ben oui, exact. Il y avait des fois que la question que je me pose, c'est... Est-ce que c'est vrai tout le temps? Est-ce que le contraire peut être possible aussi? Est-il possible que, par exemple, si Yvon Deschamps, pour qui j'ai un immense respect, et s'il y a une raison pour laquelle je m'intéresse à l'humour, j'aime l'humour, c'est bien Yvon Deschamps, notamment son numéro Cable TV, que j'ai appris par cœur, comme Stéphane Laporte d'ailleurs. Quand je pense à Yvon Deschamps, justement, donc, il faisait des blagues sur les femmes au volant. On riait, tout le monde riait, et les femmes aussi. Mais dans quelle mesure est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il participait à construire un stéréotype ou il participait à le déconstruire? Et là, à ce moment-là, on va faire entrer dans l'analyse. Oui, mais là, c'est passé le deuxième niveau, le troisième niveau de langage, le troisième niveau d'analyse, etc. Or, sur quelle base est-ce qu'on a un deuxième niveau, là? Troisième niveau. Ton deuxième niveau et mon deuxième niveau. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement. Après ça, tu peux tomber le 3, 4e. Combien de fois, moi, j'ai pensé faire une bonne joke, puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle était plate. Pourtant, je pensais qu'elle était bonne. Puis, est-ce que je vais te dire, hey, excuse-moi, mais c'est parce que je suis convaincu qu'elle est bonne. Alors, tu vas rire. Non. Alors, c'est tout ça. Alors, cette espèce dans une certaine mesure, c'est pas une illusion, mais c'est une généralisation évidente. Le deuxième degré ou le troisième degré. On n'a pas tous le deuxième ni le même troisième degré. On ne parle pas du même degré, pas tout, du tout. Pas tout. Non, en effet. En effet. Mais tout à l'heure, vous aviez un peu... c'est difficile, mais j'ai eu une grosse journée avec des profs, là, fait qu'on dirait que ça fait 6 heures que je vous vois. C'est 6 heures de vous voir, je comprends. La misère à changer de vie. Mais tu disais tantôt que ça... En tout cas, tu sous-entendais que ça peut être une sorte de mécanisme de protection, un peu des fois quand peut-être on a des blessures, des choses comme ça. C'est une façon aussi, comme tu disais, d'adresser, donc d'une certaine façon peut-être plus facile des enjeux. Actuellement, on dirait qu'il y a comme beaucoup de divisions dans la société, ou en tout cas, c'est beaucoup mis de l'avant. Puis l'humour, il y en a qui disent on peut plus... on peut plus rien dire. Mais en tout cas, peut-être déjà vous êtes de quel avis par rapport à ça, mais quel rôle ça peut jouer, puis quel rôle vous trouvez que ça joue en ce moment? Est-ce que vous avez peut-être des exemples, mettons, où est-ce que l'humour en ce moment aide ou pas la cohésion sociale? Sur quel aspect? Si, dans un premier temps, si on regarde simplement l'humour, le portrait actuel de l'humour, si on prend au Québec, par exemple, on va se mettre au Québec, la relève humoristique, elle est foisonnante. Et bien qu'il reste du progrès à faire, il en demeure pas moins que la présence d'humoristes issus de diversité, autant culturelle
que sur d'autres aspects, c'est là. On les voit sur la question des genres, par exemple. Donc, il y a, à cet égard-là, une multiplicité vraiment intéressante qui nous donne accès à des réalités auxquelles on n'a pas toujours accès. Alors, à travers l'humour. Et ça, à mon sens, c'est vraiment génial. Ouais. Je veux dire, quand on pense à Rita Baga, non, je veux dire, évidemment, à l'époque, on avait Gilda. Qui était. C'était pas le même. Mais c'était pas du tout la même chose. C'était pas la même chose. Puis il y avait quelque chose de. C'était pas le même degré. Il y avait un véhicule, pas le même degré. On véhiculait ça un peu comme de façon un peu clownesque ou je sais pas trop. Et finalement, c'est un peu comme des phénomènes de foire ou je ne sais trop. Alors que c'était pas intégré de la même façon. Sur le plan aujourd'hui, d'un, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, on a véritablement une authenticité, une internalisation aussi, autant de l'humour que toutes ces diversités à travers ces personnes-là qui font de l'humour et qui et sur plein d'autres, plein d'aspects. Alors ça, c'est super intéressant. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est abordé en termes de jeunesse, en termes d'enjeux sociaux, justement autant sur les questions de diversité que sur les plans de nos rapports entre individus, les tensions sociales que l'on vit actuellement, tout ça. Bref, c'est présent. Là. Quand on regarde, quand on voit dans le paysage, c'est présent. Autre phénomène intéressant, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, mais l'École nationale de l'humour, généralement, c'est majoritairement des hommes et minoritairement des femmes qui sont à l'École nationale de l'humour, qui demeurent un domaine plus occupé par les hommes. Or, pour la première fois, les diplômés de l'École nationale de l'humour, de la cohorte, je pense de la cohorte de cette année, qui sort cette année, c'est Christelle Paré, bien sûr, Louise Richer et compagnie de l'École nationale de l'humour le dirait mieux que moi, mais en demeure pas moins que c'est majoritairement des femmes pour la première fois. Donc, il y a des pas, donc ça, c'est véritablement des gains. Et pourquoi c'est important? Parce que ce que ces gens-là expriment, que ces personnes-là, et cette diversité-là qui s'exprime, exprime des réalités en humour différentes qu'on n'exprimait pas auparavant. On sort du code binaire. On sort d'une fois c'est un gars. On sort de ça. On sort de tout ça. Et on explore d'autres zones, effectivement. Bon, évidemment, personnellement, j'ai une certaine tristesse parce que le calembour est moins à la mode, puis moi, j'adore les calembours. Alors, des fois, on va dire « that's joke », je vais dire « ben oui, je m'excuse », mais on y reviendra, mais sans blague, il en demeure pas moins que je pense que sur ce plan-là, il y a vraiment des progrès. Évidemment, il y a encore des enjeux omniprésents. J'ai fait des recherches récentes sur les questions des stéréotypes, de l'alimentation des stéréotypes, j'allais dire, juste en terminant, la tentation d'aller du côté de la facilité ou du rire facile, elle est là parce que l'humoriste, par exemple, sur scène, a véritablement besoin, j'en sais quelque chose, de son premier rire le plus tôt possible. Oui, parce que sinon, ça doit être... Et l'angoisse monte quand il ne vient pas. Ça peut être un facteur important. Mais en humour, on est sûrement d'accord, mais tu sais, les humoristes apportent aussi un regard sur la société qui est particulier et qui est individuel à chacun. Puis souvent, ce qui peut être drôle ou qui est mis de l'avant, c'est un peu de jouer sur des tabous, jouer un peu sur la ligne, tourner autour d'un enjeu justement qui est peut-être un peu difficile à aborder. Mais tu sais, de nos jours, puis l'Internet, il est peut-être pour quelque chose, on réalise à quel point, puis ça s'est sûrement développé, à quel point tout le monde a des perspectives qui sont complètement différentes, puis des fois pas toujours avec les mêmes repères, ce qui fait que des fois, justement, il est difficile de rire tous ensemble de la même chose ensemble, parce que des fois, il y a plusieurs niveaux de langage, puis il y a une perspective qui dit la chose d'une certaine façon, quelqu'un peut le prendre avec un second degré, va trouver ça drôle, l'autre va trouver ça encore plus ridicule parce que c'était pas drôle, puis quelqu'un peut le prendre mal parce qu'il n'a pas compris le degré de... Tu sais, il peut y avoir plusieurs perspectives, puis ça fait aussi que, comme dans des émissions comme le Bye Bye,
avant, on disait beaucoup que, ben, avec la télévision, tout le monde avait un peu plus les mêmes référents. Fait que c'est plus facile de se réunir, de faire « Ah, je me rappelle de cette émission-là, j'ai suivi la même actualité que tout le monde, j'ai juste ce référent-là, on écrit tous ensemble, puis on a tout un peu plus la même perspective. » De nos jours, c'est sûr qu'avec l'Internet, on a accès à beaucoup plus de contenu disparate. Ce qui fait qu'après ça, c'est un peu plus difficile, vous, par rapport à ça. Ah, tu as tout à fait raison. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Puis est-ce que sur quoi on est encore capable de se retrouver, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour peut-être plus se retrouver? Sans tomber dans le tabou, puis qu'il y a des gens qui trouvent pas ça drôle, des fois. Je remarque que c'est extrêmement délicat. Parce que ça l'est. L'humour, sur ce plan-là, a toujours été délicat, les caricatures aussi. Il est vrai, par exemple, qu'au moment où on se parle depuis un certain temps, il y a véritablement, je pense, des éléments de transition, d'adaptation. Il y a une mouvance, notamment avec les médias sociaux, la multiplication des plateformes, mais surtout la multiplication des communications et des tribunes qui font en sorte qu'on devient un peu mélangé et on confond, et je pense que ça, c'est un élément primordial, c'est on confond amplitude et transformation ou effet. C'est pas parce que... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a 100 000 partages ou 1 million de likes ou je ne sais pas trop qu'on est tous d'accord. Tout comme c'est pas parce qu'on est 100 000 à rire d'une joke qu'on la trouve tous drôle. Il peut y avoir un rire communicatif. Et ça, ben, étant donné l'amplitude, étant donné la force, la puissance des médias sociaux numériques, en particulier en termes de partage, en termes de réaction, ça vient distorsionner l'effet. On a l'impression que l'effet est plus fort. On a l'impression que les gens se méfient peut-être davantage. On a l'impression que les gens saillissent davantage. Peut-être que c'est pas tout à fait le cas. Peut-être que, et c'est ça l'importance, sans vouloir enjoliver, il faut remettre des choses en perspective. C'est une chose, ça c'est l'ampleur, l'amplitude. Écoute, je veux dire, comprendre l'effet d'un message à travers la télé, on a encore de la difficulté à le faire. Alors on ne viendra pas me dire que comprendre un phénomène à travers les réseaux sociaux, on va le comprendre parce que automatiquement, cette technologie-là va très rapidement, se développe très rapidement, le partage très rapidement, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? C'est plus long à comprendre. Et en termes de, par rapport au bye-bye, ben c'est sûr, pour primo, la catharsis est là. Le bye-bye, ça a toujours été le cas. Depuis bye-bye 70, je veux dire, c'est sûr que ça, c'est une tradition et c'est presque quelque chose, pas presque, mais je veux dire, c'est pas loin de quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire, on se ramasse tous et toutes devant le téléviseur. Oui, mais ça aurait quand même quasiment près du rituel au Québec. Et justement, on était 4 millions dessus selon les données qu'on a cette année. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, à moins que les gens se disent, moi, ça me tente de me rassembler au-dessous d'un parapluie, que je ne suis pas bien, je pense pas qu'on fasse ça. Non, il y a forcément plusieurs millions de personnes qui trouvent leur compte. Il y a forcément plusieurs millions de personnes qui, à un moment donné, se disent, ah oui, je me reconnais là. Je nous reconnais. Pourquoi? Moi, il y a même eu des moments où, dans le bye-bye, à chaque année, depuis récemment aussi, où je ne sais pas quoi tu vas faire. Je n'ai pas écouté. Je donne un exemple, les émissions radio à télé, j'écoute très peu les émissions de télé. Il y a eu beaucoup de références, par exemple, cette année à Stat. Je sais pas quoi, puis moi, personnellement, j'ai fait comme... c'est probablement une très bonne blague, mais quand j'ai vu le gars rentrer, il était fâché, puis il donne un coup de poing dans le mur, puis il fait un trou. J'ai trouvé ça très drôle. Comment est-ce que c'était joué? Le référent, je ne l'avais pas en tant que tel, mais j'avais un autre référent. Et ça, la colère. L'expression de la colère. Dans le cadre d'un téléroman, ça, je pense que c'est un trait commun qu'on pourrait partager. Si moi, je veux caricaturer un téléroman, il y a moyen quand même de toujours avoir chacun l'universel. Exact. C'est ce qu'ils arrivent à faire. Caricaturer un téléroman, ça me fait penser un peu au cœur à ses raisons. Justement, sans avoir nécessairement aucun référent, parce que l'histoire a un peu ni queue ni tête. C'est justement dans les caricatures de plein de référents, tout un melting pot un peu d'émissions qui existent en même temps. Des évocations. Tout à fait. Puis, tu as parlé un peu de l'Internet, puis à quel point justement ça a comme dynamisé un peu cette scène-là, en général de l'humour, mais aussi, tantôt tu parlais de quand tu es comme rentré à l'université, puis après ça tu es comme professeur, etc. Tu sais, en 2004 ou en 2000, quelle année que tu as commencé à donner le cours de GEP? Là, que tu disais, 2009. 2009. Ben, en tout cas, juste entre 2009 puis aujourd'hui, puis même si tu ne donnes plus exactement ce cours-là,
l'Internet a comme accéléré d'une manière incroyable. Puis tu disais que tu as eu quand même des expériences aussi sur le marché du travail avant ça, dans les médias un peu, etc. Comment tu as vécu ce développement comme fulgurant de l'Internet dans justement la communication en général? Puis ça a été quoi un peu comme adaptation au fur et à mesure de tout ça là, pour toi? Adaptation au fur et à mesure, ça c'est un bon point. Ensuite, c'est sûr que ça dépend des gens. Moi, j'ai un intérêt marqué pour certains aspects justement liés aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de communiquer. Alors, effectivement, comme je m'intéresse beaucoup à ça, je dirais je demeure relativement informé. Alors, je pense que ça a été le premier point. Deuxièmement, évidemment aussi, c'est de comprendre aussi, et ça, je pense qu'en termes d'application, c'est que ça change, ça évolue. Quand j'ai commencé à donner, je donne juste un exemple. En 2009, quand tu produis un document vidéo puis tu l'exportes, c'est en pixels carrés. Ouais, c'est pas la même affaire. Les vieux Rémi Gaillard sont exact, assez... l'écran, il est carré. Et après ça, on tombe en écran large. Puis après ça, on tombe en HD. Puis là, etc. Et là, et ça aussi, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, et tu le vois toi-même, probablement, dans ton travail. Je veux dire, 4K, je veux dire... Mais au-delà, mettons, de la technologie, comme, mettons, les écrans, je parle peut-être aussi des réseaux sociaux, puis de la manière, de la démocratisation un peu de l'accès à l'information. Et ça, c'est formidable. Aussi. La démocratisation des outils en tant que tel aussi, ce que je veux dire, c'est surtout, particulièrement sur les plateformes de diffusion. Donc, quand tu produis une vidéo ou peut-être tu accompagnes des étudiantes ou des étudiants à produire des documents, aujourd'hui, tu peux peut-être davantage même t'attarder sur la façon dont on produira le contenu, puisque les outils d'éditage, d'éditing sont beaucoup plus accessibles. Alors, comme le dit si bien mon collègue Julien Pierre, à qui je discutais hier, il dit... il y a des films complets qui ont été tournés sur des téléphones, voilà, exactement comme ceux que présentement. Alors, on travaille tous à partir de ça. Donc, c'est une preuve de démocratisation, c'est extraordinaire. Ça nous permet de créer un paquet de choses. Maintenant, à partir de là, parfait, on peut donc s'attarder maintenant davantage sur le contenu, sur la façon dont tu vas livrer, sur la réalité, comment est-ce que tu vas penser ton message. Vu que le contenant est plus accessible, ça, c'est génial. Ça donne plus de Et ça ouvre des possibles. Puis justement, je voulais aborder avec vous, en tant que tel, le format justement d'entrevue, podcast, balado. Je repars à vous voyez, je suis désolé. C'est parce que. Ça dépend des types de questions. C'est à cause des capsules de plagiat. Ça fait une force d'autorité sur le monde. Oui, quelle réussite. On dirait qu'il faut que je me dise, il faut que je fasse attention. Toutes mes sources sont bien présentes dans mes trucs, dans mes notes. C'est bien. Vous avez fait beaucoup de formats justement, comme autant j'ai vu sur Politique Appliquée TV, les rencontres politiques qui étaient en partenariat, si j'ai bien compris, avec le Canal Savoir, Savoir Média, tout ça, puis avec le balado de l'Observatoire de l'humour. À ce que j'ai vu, peut-être qu'il y a même encore d'autres projets qui ont passé sur le radar, mais que vous avez fait par rapport à ça. Comparativement, mettons, à des conférences en vrai ou d'autres types de, on va dire, partage de connaissances, pourquoi pour vous le format du balado disponible sur Internet, sur YouTube, c'est un outil que par rapport à d'autres, c'est important, puis c'est revenu, on dirait, assez dans votre parcours? Je dirais que c'est la raison principale pour laquelle on est là en train de discuter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans nos classes? Qu'est-ce qu'on fait dans l'université? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'on fait quand on réfléchit dans nos travaux? Qu'est-ce que ça nous donne? Comment est-ce qu'on peut expliquer au plus large auditoire possible sans pour autant, j'allais dire, simplifier à outrance, mais expliquer de façon la plus claire, la plus précise possible, avec une certaine transparence, ce qu'on fait, d'où on vient. Je veux dire, un prof à l'université, ça peut être un type qui a eu un parcours comme un parcours de plein de gens qui pour beaucoup de monde, comme tantôt on disait, ça paraît quelque chose de lointain, d'inaccessible, mais finalement peut-être que... Si je recroisais Emmanuel Choquette à 25 ans, je disais Emmanuel, tu vas être professeur à l'université, Emmanuel me dirait
Tu hallucines, Emmanuel. Ah, Ouais, ça n'a aucun rapport. Je répondrais en faisant un sandwich. Je veux dire, c'est sûr. T'sais. Alors, je pense que ça, c'est important. Et ça, le balado, tous ces éléments-là, ces montages numériques, ces créations numériques, permettent de le rendre ça faire. accessible au Nos étudiantes et nos étudiants en classe, on le permet maintenant, ils peuvent le faire. Ils peuvent le produire, le présenter, être notés pour avoir des réussites. Hier, j'ai encore cité... en communication, là, c'est ça, vous dites, il y a des travaux que vous donnez ou que c'est fait dans le département où est-ce qu'il y a de ce genre de type de format-là qui est évalué et poussé de l'avant. Exactement. Et pourquoi ça ne l'est pas plus? Ben là, je sais qu'on est en communication, fait que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles c'est développé ici, mais dans beaucoup d'autres facultés, puis là, je ne veux pas vous garder trop longtemps, il est déjà 47, mais pourquoi dans d'autres facultés, c'est pas encore répandu? Parce que justement, dans certains milieux, puis on le voit aux États-Unis ou dans d'autres marchés, où est-ce que c'est comme un peu un réflexe assez rapide, puis on dirait que c'est un milieu académique, à part peut-être au département de communication, on est resté encore un peu sur le papier-crayon ou numérique, mais en tout cas, c'est comme... on ne s'évalue pas sur ce type de choses-là, puis pourtant, dans la vie réelle, le marketing, tout ça, tout tourne autour du numérique maintenant. Fait pourquoi pas faire ce saut-là? Pourquoi, mettons, en politique, c'est pas fait davantage? Exact. Oui, non, c'est vrai. C'est des bonnes questions. Il y a deux choses là-dessus. Premièrement, encore une fois, il y a la perception et la réalité. Si je regarde la réalité universitaire pour être dans le milieu universitaire maintenant depuis près de 20 ans, les transformations, y compris en sens social, sont imprises. Moi, je suis membre du groupe de recherche en communication politique, par exemple, le Centre d'études sur la citoyenneté démocratique. Les travaux que font autant les chercheurs, jeunes et moins jeunes, et les doctorants, les étudiants de maîtrise, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent, l'utilisation des données en ligne, le mariage avec l'intelligence artificielle, par exemple, tout ça, les humanités numériques, dont on discute beaucoup ici à l'Université de Sherbrooke, sont des choses qui sont très, très présentes de plus en plus. Alors, je pense qu'il y a véritablement du progrès qui est là, qui existe. Cependant, le deuxième point, c'est clair qu'il y a toujours, il y a une prudence qui caractérise assez bien les institutions universitaires. Compte tenu, juste fait, demain, et là je citerai Yannick Villedieu qui disait « La science prend son temps ». Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. C'est difficile, mais sur cet égard-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses. Je suis de ceux, je pense, avec d'autres collègues, qui des fois aimeraient que ça aille plus rapidement. Et qu'on puisse, par exemple, évaluer des travaux numériques sur de nouvelles plateformes plus rapidement et sur la même base que... Tu sais, pour donner une idée, puis moi, c'est quelque chose... Comment on évalue la méthodologie, par exemple. Plus difficile à rendre compte de la méthodologie sur une base numérique, à moins, bien sûr, d'être planté devant la caméra et d'expliquer « Voici comment j'ai procédé ». Il faut trouver une twist, une façon de faire. Ah, ben moi, tant que moi, il y aurait toujours moyen de faire une sorte de générique de fin de vidéo, comme un peu au cinéma, ils le font avec les producteurs. On peut mettre des notes de bibliographie de ce type-là. Mais moi, c'est juste parce que, tu sais, je vois beaucoup de travaux qui sont faits, que ce soit au niveau du baccalauréat, puis de tous les domaines, mais au baccalauréat, à maîtrise ou même au doctorat, qui sont faits de façon, en format écrit, puis qui sortent rarement du milieu académique, ou c'est même encore dans le milieu académique, ça sort rarement d'une sorte d'écosystème de chercheurs qui se connaissent entre eux, une sorte de bulle où est-ce que tout le monde se lie à peu près entre eux, puis si ça donne, ils ont des partenariats avec d'autres universités, puis ça donne que c'est un peu plus lu ou que c'est un succès, puis dans le meilleur des cas, si c'est un très grand succès, il y a peut-être quelques milliers de lectures de ce document-là, puis encore là, est-ce que c'est des lectures complètes du document? Tu sais, je parle, il y a beaucoup de travaux de ce type-là, même de thèses de doctorat, qui sont lus peut-être 7 fois dans une Oui, bien sûr. Je serais très surpris que ma thèse mais c'est pas 100 lecteurs. Mais et pourtant, moi, mettons, je regardais, puis je ne sais plus si je l'ai proche, mais je pense que c'est ça, la page de l'École de politique appliquée sur YouTube, par exemple, avait quelque chose comme, si je me souviens bien, là, je l'avais noté, mais c'était quelque chose comme 700 000 vues. C'était à peu près 700 000 vues, puis je me disais, à côté de plein de travaux qui ont peut-être 5-6 lectures, puis c'est de toute façon un peu entre nous, de toute façon, puis de ce type d'autres formats-là, où est-ce qu'on a des centaines de milliers de vues, pourquoi, mettons, vous qui avez fait justement des trucs comme avec Perspective Monde ou avec l'Observatoire de l'humour, ben déjà, on dirait que ça a arrêté ce type de projet-là, ou en tout cas ça a l'air d'être en pause,
ou pourquoi on ne le voit pas plus souvent, Ouais. pourquoi c'est pas, tu sais, ben mettons, vous en êtes tout par rapport à tout ça, parce que, mettons, le Ben là, évidemment, dans je mon peux en cas, avoir vu exact. 3 épisodes. Exact. Il y en a un autre qui est en chemin. Puis, excellent, j'ai Exact. très hâte. Exact. Puis pour ce qui est des capsules ou des trucs sur Ouais. perspective, Ben, ça les s'en va capsules- être en grande Oui. pause. Ben, Pour l'instant. la réalité des capsules, c'est une réalité, j'allais dire, professionnelle. C'est-à-dire, étant maintenant au département de communication. Oui, ça, je comprends. Alors, l'explication Ça, je est comprends, là. ça, je comprends. Et pandémique. Aussi. Je peux très bien comprendre. Alors, Des assez bons arguments. Exact. Mais, Pour ce qui est, par exemple, de ce qui s'en vient, il y a un paquet de projets aussi, de plateformes qui s'en viennent. Mais il y a un élément que tu as dit, puis je pense qu'il faut. C'est important aussi quand même de clarifier ça. C'est parce que la vulgarisation est une chose, la recherche en est une autre. Tu sais, on ne se parle pas entre nous nécessairement. C'est aussi le fait que quand on fait des recherches, là, et que on explique justement les questions de recherche, les méthodes de données, les hypothèses, quand on est dans cette dynamique-là, là. Ouais. Puis il y a d'autres types de recherches qui vont pas nécessairement dans ces eaux-là. Ah ouais. Mais quand on est vraiment dans cette recherche-là, disons plus classique, Ouais. ça intéresse la communauté de chercheuses et de chercheurs essentiellement. Et après ça, ben là, si c'est possible, ben là, on peut le faire sortir à travers soit des balados, et là, on fait connaître ça. Ben oui, les journalistes le font. Récemment, on apprenait que 7 boissons, 7 verres d'alcool par semaine, cette consommation, c'était maximum, là, puis encore là, dans le fond, le mieux, c'est de ne rien prendre du tout. Bon. Donc, à partir du moment où tu commences à boire, il y a un risque. Quelque chose comme ça. Révélation un peu, on s'appuie sur une étude solide qui a fait des rigueurs, etc. Mais tout ce pan-là, toute l'étude, on n'y a pas eu accès, on ne va pas lire. Ça a été juste vulgarisé vite fait dans les médias. Les journalistes l'ont fait et c'est formidable. Et c'est ça que c'est. Et c'est à ça que ça sert. C'est aussi parce que, tu sais, j'imagine que tu étais présent aussi aux 15 ans de l'école de politique. Oui, j'étais récemment, là. Puis, il y avait comme un moment où est-ce qu'on mettait de l'avant à quel point la présence dans les médias des différents professeurs de l'école de politique appliquée ou chargés de cours à travers l'histoire de l'école, c'est important parce que c'est ce qui fait rayonner justement un peu les recherches et ce qui se passe dans le milieu académique de l'école de politique appliquée, pour ne sortir que cet exemple-là. C'est ce qui permet de faire rayonner un peu ce qui est fait. Puis, je comprends la valeur de la recherche en tant que telle, mais moi, j'en reste quand même qu'à un certain point, peut-être, est-ce que ça devrait pas être un peu plus le rôle aussi des universités ou en tout cas peut-être des professeurs ou je sais pas de ce milieu-là, de vulgariser, d'essayer justement de mettre plus d'énergie dans refaire rayonner ça, refaire sortir ça, ne pas toujours attendre après nécessairement les médias qui portent attention aux recherches qu'ils font, puis de prendre soi-même le fardeau d'essayer d'expliquer, de ressortir ça, parce que souvent, justement, on finit une thèse de doctorat, on la dépose, je te dirais deux choses. On prend pas le temps, puis c'est pas individuellement, mettons la faute à qui que ce soit, bien sûr que non. mais c'est institutionnellement, on se dit pas... Je te dirais encore une fois deux choses, jamais ça, deux choses. Il y a toujours une sorte de yin-yang dans ça. Oui, moi je suis très yin-yang. C'est mon épouse, je te dirais. Je suis très yin-yang. Dans le fond, ce que je te dis, c'est que il y a... non, c'est que il y a... dans un premier temps, il y a un travail de vulgarisation qui se fait de plein de profs. Mais vraiment. Dans un deuxième temps, je pense que c'est l'élément le plus crucial là-dedans, c'est une question de ressources. Justement, si on prend juste les doctorants, faire un doctorat, là, c'est de l'ouvrage. Non, je comprends. Préparer la recherche, puis tout ça, etc. Maîtriser les outils, développer la capacité des outils méthodologiques, comprendre un outil quanti, quali, ces éléments-là, c'est déjà énormément de temps. Le prof, quand il arrive, là, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses à réaliser. Et c'est la même chose aussi pour toute personne qui font de la recherche, que le temps, à un moment donné... Là, non, mais ça, je peux comprendre. Alors, parce le que temps de vulgarisation, il faudrait, autrement dit, ce que tu demandes, il faudrait dire, faudrait qu'il y ait une partie qui soit peut-être mise de côté. Qui est allouée autrement, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ça fait partie des piliers du prof. Ce qu'on appelle vie en collectivité, par exemple.
Donc, faire rayonner, faire connaître les choses Que ça l'on sorte un recherche, peu etc., ça fait partie de notre travail, ce que je fais Ouais, présentement, ouais. et ce que l'on fait Ouais, ouais. présentement. Mais c'est sûr qu'une fois que ce temps-là il est pris, là, OK, là, il faut que je puisse rédiger là, parce qu'on a des études en cours, on a des travaux en cours, puis il faut que ça se fasse. Il faut encadrer nos étudiants, il faut... Tout ça, c'est une réalité de prof. Est-ce qu'il y a un peu ce type aussi, parce que aussi le format du balado, il y a quelque chose que je trouve quand même intéressant, puis genre, c'est pas pour se comparer à des œuvres de Platon, tout ça, mais tu sais, il y avait beaucoup dans l'idée de la discussion avec Platon, le fait que des fois on arrive à accoucher d'idées, donc qu'on est difficilement capable d'accoucher autrement. Il y a beaucoup de, tu sais, moi récemment j'ai vu, puis pour mes amis qui m'écoutent, ils vont être tannés de m'entendre parler de ça, mais la différence entre, mettons, des connaissances explicites et tacites, où est-ce qu'on a des connaissances explicites qui sont beaucoup plus faciles à extérioriser, ne serait-ce que sur papier ou avec des données, des informations, tout ça, puis il y a des connaissances comme l'expérience, tu sais, je sais pas comment dire, le vécu, l'instinct un peu qui se développe avec le temps, mais qui est comme un peu difficile des fois à extérioriser, puis aussi qui est des fois aussi justement le fil conducteur de tout plein d'autres connaissances explicites qu'on arrive difficilement à mettre entre elles, mais qui au final se mettent entre elles à cause de ce genre de connaissances-là. Par la discussion, des fois on arrive à justement tisser ces liens-là ensemble, puisque tout seul parfois, ou seulement devant un écran, ou seulement en action, seulement avec sa tête, sans être confronté ou être en sorte d'échange avec quelqu'un, c'est plus difficile. Mais je me demande, est-ce que, mettons, dans le milieu universitaire, en tant que prof, il y a plus de ça, un peu de l'échange entre pairs pour justement se permettre ça? Puis pourquoi pas rendre ça plus accessible? Ou pourquoi, tu sais, on dirait on met pas ça, c'est pas plus connu, plus mis de l'avant, je sais pas, on dirait, je me dis... Puis ça serait pas un outil justement qui pourrait vous aider aussi dans vos recherches des fois, mais je parle pas de... écoute, là, je regarde le temps qui file. Je te laisse après ça. Mais je te dirais... je pourrais faire presque cette critique-là à tous les emplois. Je veux dire, le monde des garagistes, j'aimerais bien m'y intéresser. Hein? Je veux dire, mais il faudrait que je comprenne bien les choses à l'intérieur de la mécanique en tant que telle, que je ne maîtrise pas tout à fait. Alors, des fois, ils vont vraiment parler entre eux. Hein? Je veux dire, alors, il n'est pas particulièrement accessible, leur monde. Il est plutôt opaque. Hein? Je veux dire, et c'est pas parce qu'ils se prennent pour d'autres ou parce qu'ils sont fermés. Alors, et le milieu de la recherche, d'un, et peut-être justement par rapport à ça, semble peut-être opaque à cause justement de ce que ce monde-là a comme spécificité, comme spécialité. Ensuite de ça, c'est un monde quand même extrêmement ouvert. S'il y a un lieu ouvert, c'est les universités. Les portes d'ailleurs sont rarement barrées. Et c'est rarement fermé, l'université. C'est presque comme une église pour utiliser quelque chose de sacré. Mais alors à cet égard-là, le savoir, il est assez accessible. Mais effectivement aussi, il y a... Ça ne veut pas dire que c'est parfait, il y a des choses gardées, il y a des... C'est pas seulement intentionnel, mais c'est sûr que ça se fait des fois. Il y a tous ces éléments-là, mais aussi, il y a énormément de collégialité. Et honnêtement, on ne se bâtit souvent que par l'échange par les pairs. Autant dans nos productions de recherche, autant même dans nos emplois. Je veux dire, pour être promu, il faut que tes pairs te disent « c'est beau ». Je veux dire, on passe notre temps à évaluer, hein, tout le monde, hein, nos étudiants nous évaluent, nos étudiantes nous évaluent, et c'est très bien comme ça, on ne s'en plaint pas. Et puis bon, après ça, on peut, ok, ça fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On est constamment en train de réfléchir, à essayer de changer des choses, à essayer de voir comment est-ce qu'on peut être meilleur. Des fois on se trompe, des fois on ne se trompe pas, des fois on est trop dans nos bulles, des fois on l'est pas assez. Bref, c'est pas un monde parfait, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il mérite peut-être sur ce plan-là, effectivement, être démystifié. C'est-à-dire peut-être un beau documentaire à faire sur... Il y en a un, je pense, qui va être présenté. Il y a un ouvrage, c'est-tu au savoir qui est déjà en route, ou je ne sais pas trop, où on peut suivre dans les universités, un peu la vie universitaire. Ça, je pense que ça peut être très éclairant. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre bureau, puis on vous laisse là-dessus. Puis, merci beaucoup. Très belle journée. Très chouette. À bientôt. Salut.